Super, on va pas tarder. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de la Société française de médecine en milieu isolé. Aujourd'hui, d'abord un petit mot sur la Société française de médecine en milieu isolé. On est une société assez jeune, le bureau ici présent. Vous avez le QR code ici pour notre nouveau site web qui est tout neuf et qui est vraiment chouette parce qu'il contient notamment un atlas de tous les sites en milieu isolé. Et notre société a vocation à rassembler tous ces différents acteurs. Et du coup, sur cet atlas, vous pourrez trouver à la fois les différents sites, les différents offres d'emploi, ceux qui y sont déjà passés et des petites informations sur chaque site en milieu isolé que la France peut comporter. On organise aussi le DU de médecine en milieu isolé à Caen. Et on a vocation à rassembler tous les acteurs autour de cette activité. Parce que la France est un peu caractéristique parce qu'elle contient de nombreux territoires insulaires avec un accès qui est souvent difficile. Et pour toutes les caractéristiques que cette médecine hors du milieu hospitalier peut avoir, on voulait rattraper un peu les autres pays qui avaient déjà pas mal de recommandations et s'étaient déjà formés en société avec du coup notre association et du coup grouper un peu tous les acteurs pour émettre des recommandations, avoir une communauté et pouvoir émettre des recommandations scientifiques autour de ces pratiques uniques à travers le monde. Aujourd'hui, on va accueillir Dr Arthur Vélin qui est avec nous. Il est anesthésiste réanimateur. Il a été formé au CHU de Toulouse pour parler du secours en montagne. Et ceci en collaboration du coup avec l'Association nationale des médecins et sauveteurs en montagne qui aussi chapeaute le DIU de médecine de montagne entre Toulouse et Grenoble. Je lui laisse la main, du coup, pour peut-être mieux parler de cette association et de nous faire sa petite présentation aujourd'hui. Merci pour ta présence. Je Eh te laisse la ben, main. merci, bonjour à tous, et puis ouais, merci pour l'invitation. Je vais partager l'écran. Voilà, tac. Tu me confirmes juste que ça fonctionne, Léa? Parfait. On voit tout. Super, nickel. Ok, ouais, donc moi je fais partie de l'Association nationale des médecins et des sauveteurs en montagne, et je travaille à la base de secours de Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. Depuis quelques années, là, depuis 5 ans. Et voilà, pour faire ça, j'ai fait en effet le DU de médecine et urgence en montagne à la fac de Toulouse, là où moi j'ai fait mon internat. Et donc, je vais essayer de vous donner un petit aperçu du secours en montagne en France, de son organisation qui est des fois un peu complexe, des différents acteurs qui composent le secours en montagne, du rôle du médecin dans tout ça. Et puis, on va l'illustrer avec deux petits cas cliniques. Alors, pour commencer, il faut savoir que le secours en montagne en France, c'est un dispositif d'État qui est gratuit, qui est régi par un plan de secours départemental que doit avoir en fait tout département qui contient de la montagne. Et donc, on a du secours en montagne dans les Alpes, les Pyrénées, bien sûr, mais aussi dans le Massif central, dans les Vosges, à La Réunion, en Corse. Et voilà, ce plan de secours, il dit que via l'hélicoptère, on doit pouvoir couvrir le territoire avec des délais d'intervention de 20 minutes maximum, sachant que tous les territoires qui ont du secours en montagne, ils n'ont pas forcément l'hélicoptère, mais la plupart l'ont. Donc il y a pas mal d'acteurs dans ce secours en montagne, et puis on va voir qui ils sont tout de suite. Il y a trois types d'acteurs principaux. Le premier, c'est l'hélicoptère et son équipage. L'équipage, c'est le personnel qui permet de faire voler l'hélicoptère. En France, le secours en montagne, il peut être assuré par deux types d'hélicoptères, soit celui des forces aériennes de gendarmerie, c'est celui de gauche là, soit celui de la sécurité civile, qui est celui de droite.
Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, dans la population générale, il y a déjà un peu de confusion, parce que quand on voit l'hélico bleu, on dit c'est le PGHM, et quand on voit l'hélico rouge et jaune, on dit c'est les pompiers, alors qu'en fait, il s'agit simplement du moyen de transport, et ensuite le personnel qu'on va mettre dedans, il va varier en fonction des départements. Alors l'hélicoptère avec lequel on fait du secours en montagne en France, c'est un EC-145 de chez Airbus, c'est un hélicoptère qui est puissant, assez maniable, qui est parfaitement adapté à la montagne, qui a une capacité de treuillage, et donc ça, c'est assez important parce que c'est comme ça que se font la majorité des secours. Euh, et puis, il va être capable de contenir pas mal de matériel, le personnel, avec une, deux, voire trois victimes parfois. Et voilà, donc là, on voit par exemple sur une photo qu'il y a une victime qui est allongée avec son fils qu'on a pu mettre dedans en plus de tout le personnel. Bon, là, il est un peu dans un sac parce que les circonstances étaient un peu particulières. Mais voilà, si on se tasse bien, on peut mettre pas mal de monde. Quand on parle de l'équipage, on parle du pilote. Donc le pilote, il est assis à droite dans l'hélicoptère. Et on parle du mécanicien opérateur de bord, le mécano. Donc lui, c'est la personne qui va s'occuper du treuil. C'est celui qui va faire aussi toute la maintenance et l'entretien, les réparations sur l'hélicoptère. Clairement, c'est lui qui travaille le plus sur la base. Et la collaboration entre ces deux métiers, elle est hyper importante parce qu'en fait, le pilote, il va se reposer pas mal sur le mécano lors des phases de vol pour la navigation, mais aussi lors des phases d'approche sur les victimes où le mécano, il va être les yeux du pilote. Le pilote, lui, en fait, il voit devant l'hélicoptère, il voit à 180 degrés devant lui, il voit un peu sous ses pieds, mais tout ce qui se passe derrière le siège, il voit pas du tout. Et en fait, quand on va arriver sur les victimes ou sur une paroi, sur un terrain, on va présenter le côté de l'hélicoptère. Et donc, c'est seulement grâce à la communication via le téléphone de bord entre ces deux personnes que le pilote il peut manœuvrer la machine avec le mécano qui va lui dire un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Voilà. Le deuxième corps de métier dans l'hélicoptère, c'est les secouristes. Donc eux, ils peuvent être gendarmes, et à ce moment-là, c'est le PGHM. Ils peuvent être de la police, et donc là, c'est la CRS Montagne. Ou ils peuvent être pompiers, et donc c'est le groupe montagne des sapeurs-pompiers, le GMSP, sachant qu'il peut y avoir un peu des spécialités au sein de ces métiers, comme les pompiers plongeurs, les pompiers nautiques, qui ont une capacité à aborder les embarcations. Il peut y avoir les maîtres chiens chez la CRS et au PGHM pour tout ce qui est recherche en montagne, en particulier dans les avalanches. Et savoir quel secouriste intervient dans quel département, c'est assez complexe, c'est très français, même si en vrai, dans d'autres pays, c'est très complexe aussi. Euh, ça vient du fait que le plan de secours, il ne s'est pas fait en une seule fois, et donc du coup, il y a un peu des histoires de territoire, à qui ça appartient, etc. Sur pas mal de bases, on va avoir une alternance semaine paire, semaine impaire entre PGHM et CRS. Donc ça, c'est le cas de la base de Briançon, de Modane et des autres que vous pouvez voir là. Je ne vais pas toutes les détailler. La plupart des bases, elles vont avoir l'exclusivité PGHM. Ça, c'est le cas, par exemple, à Digne-les-Bains, là où moi je travaille. Et puis, il y a quelques bases qui vont avoir une exclusivité pompier, comme dans la Drôme, par exemple. Et puis après, il y a des spécificités supplémentaires pour les zones côtières, où là, même si la base elle est équipée avec des CRS ou des gendarmes, les pompiers vont intervenir sur des zones particulières, donc les zones côtières, ou alors je pense au Verdon, par exemple. Et puis aussi quand il va y avoir besoin d'une compétence particulière, comme les nautiques ou comme les plongeurs. Le rôle du secouriste, il est super intéressant. Ils sont formés au secourisme, donc à l'immobilisation, via des attelles cervicales. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est le dispositif là, qui est en bas à droite. Ça, c'est une attelle cervico-thoracique.
C'est en fait un dispositif qui est souple dans la largeur et qui est rigide dans la longueur, qu'on va mettre dans le dos de la victime, du bassin jusqu'à la tête, et donc ça va rigidifier l'axe tête-cou-tronc. Et ça de façon assez minimaliste, avec en plus une facilité de manipulation, d'extraction, parce qu'il y a des poignées qui sont attachées à cette attelle. Et donc, s'il faut extraire quelqu'un qui est incarcéré dans un endroit un peu exigu, mais qu'il faut lui maintenir le rachis, ça, c'est un outil assez important dans le secours. Ils sont aussi formés à l'aide à la médicalisation. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent faire un premier bilan quand le médecin il n'est pas encore au contact de la victime. Ils peuvent scoper, prendre des constantes, ils peuvent préparer un plateau d'intubation, ils peuvent monter une tubulure de perfusion, ils peuvent prélever des ampoules. Par contre, contrairement à un médecin ou une infirmière, ils peuvent pas perfuser, ils peuvent pas faire des dilutions non plus de médicaments. Bon, surtout que les secouristes, en fait, ils ont pas que ça à faire, puisqu'en fait, leur rôle principal, c'est la gestion de l'environnement. Donc, on évolue dans un milieu qui comporte des risques. Les victimes, elles peuvent être coincées. L'exemple assez typique, c'est la crevasse, comme on voit au milieu. Mais on peut avoir aussi voilà, un parapentiste coincé dans un arbre. Et donc, en fait, il va falloir gérer cet environnement, éviter les suraccidents et extraire les victimes. Donc ça peut passer par des techniques de corde, des rappels, des tyroliennes, ce qui fait que les secouristes se baladent avec pas mal de matériel de montagne. Et le but, ça va être d'extraire les victimes d'une situation complexe, parfois avant et parfois après la médicalisation, suivant la situation, si on est très inaccessible ou si la victime elle a vraiment besoin d'attention médicale. L'évacuation, ça peut se faire sous différentes formes. Voilà, là, on a par exemple la descente à ski avec le brancard en mode luge, évidemment à pied. La plupart du temps, quand même, c'est une évacuation qui va se faire au treuil, si l'environnement le permet, s'il n'y a pas d'arbre au-dessus. Alors des fois, il faut passer par une première phase d'évacuation à pied, peut-être, pour aller sur un endroit où on va pouvoir treuiller avec l'hélicoptère. C'est quand même le moyen le plus efficace, hein, l'hélicoptère. Le troisième corps de métier qui va être dans cette équipe, c'est les médecins. Le médecin, ça fait depuis 1976 qu'il est intégré aux équipes de secours en montagne. D'abord partiellement, c'est-à-dire qu'il allait, en fonction du type d'alerte, sur les secours. Et puis maintenant, quasiment systématiquement, quasiment sur toutes les bases, il y a un médecin de permanence qui va se déplacer sur les missions. Ça permet d'avoir un hélicoptère qui est toujours équipé d'un médecin. Et donc, s'il est rerouté sur autre chose, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs pour être équipé. L'Association nationale des médecins et des sauveteurs en montagne, dont moi je fais partie, c'est une asso qui a pour vocation d'unifier ces médecins qui font du secours en montagne, de faire avancer la recherche dans ce domaine, d'écrire des protocoles. Ils participent à la formation des secouristes via les stages d'aide à la médicalisation qu'ils ont, et aussi à la formation des médecins via le DU de médecine et d'urgence en montagne, qui est fait en collaboration avec la fac de Grenoble et de Toulouse. Donc, au cours de cette formation, qui est accessible aux médecins urgentistes, aux médecins anesthésistes, aussi aux médecins généralistes, c'est plus rare, mais c'est intéressant, par exemple, pour les médecins généralistes qui sont des médecins de station, des médecins de station de ski. Donc, ces médecins, ils vont apprendre au cours de 2 ans surtout la collaboration avec les équipages et les secouristes, parce que c'est une situation qu'on n'a pas trop l'habitude, hein, qu'on n'apprend pas du tout dans la fac de médecine. Et puis, ils vont apprendre la spécificité de chaque milieu, le canyoning, la haute montagne, la montagne hivernale. Voilà. Avoir un médecin dans l'hélico, c'est une grosse plus-value. Et les secouristes qui ont connu le avant et après médicalisation, ils sont assez formels dessus. Ça rajoute du confort, tant pour les victimes que pour l'équipe, pour de la médicalisation lourde, mais même pour de la simple antalgie, quand le secouriste il se retrouve face à une luxation d'épaule, face à une fracture de cheville. En fait, c'est plus confortable pour le transport d'avoir eu
une sédation, une réduction avant de mettre une attelle et puis d'évacuer. Pour autant, la médicalisation de la victime, elle n'est pas toujours nécessaire, et ça, c'est la grosse différence avec le préhospitalier classique comme le SAMU. Le médecin, il n'est pas au centre du dispositif, hein, c'est un outil qu'on va sortir si c'est nécessaire et si c'est possible. Des fois, pour des contraintes techniques, il arrive régulièrement que le médecin il soit déposé sur un camp de base, un peu plus loin de l'action, parce que l'hélicoptère il doit être allégé, parce qu'on sait que médicalement, il n'y a rien à faire. Et voilà, et des fois, le médecin il est planté là et il ne voit pas grand-chose. En termes de matériel médical, il y a des contraintes parce qu'on veut pouvoir faire le plus possible avec le moins possible, parce que le poids, ça va à la fois encombrer pour la réalisation du secours, mais c'est surtout du poids en plus dans l'hélicoptère. Et ça, si vous avez travaillé avec des pilotes d'hélicoptère, ils vous ont tous dit que le poids, ils n'aiment pas ça du tout. Donc, sachant qu'on va emporter le matériel médical plus un peu de matériel de montagne, si c'est l'hiver, du matériel d'avalanche, de quoi avoir chaud, il faut faire un peu des choix. Donc là, moi, je vous ai mis une petite vision un peu éclatée de ce que moi j'emporte, hein. Moi, j'ai un scope et 2 sacs. Un sac de première intention avec lequel on va pouvoir faire de la petite traumatologie, globalement 90% des secours. Et puis un sac réanimation qui va être toujours dans l'hélicoptère, mais qu'on va prendre sur le terrain seulement si la situation le demande. Donc dans le sac de première intention, en plus du matériel un peu montagne, il y a de quoi perfuser, l'ampoulier, de quoi faire de la petite traumatologie, agrafeuse, du Pintrox hein, pour l'antalgie quand des fois on ne peut pas perfuser, un petit échographe portable. Et puis dans le sac de réanimation, il y a de quoi s'occuper d'un patient grave avec du matériel qui est adapté. Hein. Là, je vous montre en exemple la taille du respirateur qu'on utilise, la taille des pouces-seringues. Clairement, c'est du matériel qui est moins performant que du matériel qu'on va trouver en réanimation, mais au moins ça pèse pas lourd et ça fait le travail pour ce qu'on doit faire. Tant qu'on est sur le matériel, je vous montre là le brancard Franco Garda, qui est un des outils principaux de conditionnement dans le secours en montagne. Son petit nom, c'est la perche. On dit toujours la perche plutôt que le Franco Garda. C'est un brancard qui est pliable. Malgré le fait qu'il soit en carbone, ça pèse assez lourd, hein, 17 kg. Mais c'est parce qu'il est extrêmement robuste. Hein, il est vraiment fait pour être maltraité. Donc, la victime, elle est conditionnée dedans, avec les sanglés. Il y a des sangles hein, qu'on voit. Et il y a une housse qui se referme par-dessus. Il y a même une petite capuche vitrée qui permet de protéger de la neige, du vent, de la pluie, en particulier lors des phases de treuillage. Et puis une fois conditionnée, cette perche, on va pouvoir la treuiller, on va pouvoir la porter, on va pouvoir la bouger via des systèmes de tyroliennes, de balanciers, on peut la faire glisser sur la neige, même si on rajoute des flotteurs, on peut la mettre à l'eau. Donc c'est vraiment l'outil principal. Donc où est-ce qu'on intervient évidemment en montagne, mais globalement, à chaque fois qu'un secours est inaccessible via les moyens terrestres classiques. Donc là, je vous ai mis des photos un peu typiques de la montagne hivernale, parce que ça fait joli, mais il y a surtout beaucoup d'activités estivales sur du chemin de rando. On ne peut tout simplement pas envoyer un SAMU classique. Voilà, c'est juste que ces moments-là, on ne prend pas de photos, donc ça fait un peu moins joli. Il y a pas mal d'activités un peu humides aussi, dans des canyons, dans des lacs. Là, on voit à droite des pompiers plongeurs, on voit qu'ils ont leurs palmes, leurs masques. Ça, c'était une fois où on allait faire une intervention sur le lac de Sainte-Croix dans le Verdon. Pour que vous ayez un peu une idée, là, j'ai mis quelques statistiques de l'activité de Digne-les-Bains. En 2023, on a fait 307 missions de secours. La plupart d'entre elles, c'est de la randonnée pédestre, hein, 35%. Ensuite, il y a le VTT, qui est vraiment une activité qui est en plein essor, et alors en particulier dans les Alpes de Haute-Provence, où là, ça s'y prête très bien. Et c'est une activité qui est quand même assez accidentogène, hein, on va très rapidement, très vite, et donc quand on impacte, ça fait mal.
Ensuite, il y a le parapente, l'escalade, le ski en station ou le ski de randonnée, l'alpinisme, le canyoning. Voilà. En 2023, nous, on a eu 4 missions d'avalanche. Donc évidemment, une base comme Briançon ou Chamonix, ils vont avoir beaucoup plus de missions typées alpinisme, secours en crevasse. Et puis dans des bases comme celle de Perpignan ou dans les Alpes-Maritimes, il va y avoir beaucoup plus de canyoning. Là, sur la répartition géographique des secours, on voit qu'on a un terrain d'action qui est assez large. On voit qu'on s'étend aussi sur d'autres départements. Donc ça, c'est lié à l'indisponibilité de certains hélicoptères des fois. Donc on peut être amené à aller dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, dans la Drôme. Voilà. En termes de pathologie, principalement c'est de la traumatologie, hein, c'est des gens qui se font mal. Il y a un peu de pathologies qui sont spécifiques au milieu de la montagne, les avalanches évidemment, le mal aigu des montagnes, l'hypotherme, mais on a aussi de plus en plus de pathologies médicales en milieu montagnard, parce que la pratique de la montagne s'est beaucoup développée, les accès se sont développés via les remontées mécaniques qui ouvrent maintenant en été aussi, le VTT électrique qui permet vraiment d'aller assez loin, même quand on n'a pas trop la forme. Et donc, on retrouve des personnes qu'on ne trouvait pas avant en montagne, avec des pathologies, des BPCO, des patients coronaropathes, des diabétiques. Et donc, en fait, on se retrouve à aller médicaliser des acutisations de ces pathologies dans le milieu montagnard. Alors, comment ça se passe une alerte? On peut la recevoir par différents moyens. En Europe, il y a un numéro unique pour rejoindre les secours, qui est le 112. Quand on fait le 112, on tombe sur le CODIS, le Centre opérationnel départemental d'incendie et secours. Et nous, c'est comme ça qu'on reçoit 90% de nos appels. On a 10% d'appels directement au PGHM via la radio. Et donc ça, c'est plutôt des professionnels comme des guides de haute montagne ou les pisteurs qui vont appeler comme ça. Les appels téléphoniques au PGHM, ils sont possibles, mais globalement, ils sont assez rares. Et pour ce qui est des missions montagne, les appels directs du SAMU, ils sont rares aussi, sauf dans le cas dont j'ai parlé juste avant, quand c'est de la pathologie médicale, où là, les gens, ils ont plus le réflexe d'appeler le 15, et du coup, l'appel va être transmis comme ça. En fait, une fois que l'appel il est pris, quand l'appel est identifié comme du secours en montagne, il y a une conférence à trois qui va être organisée entre le CODIS, entre l'équipe de secours, qui est d'alerte, et le SAMU. Et après cette concertation, on prend la décision d'engager l'équipe. Et en moyenne, on arrive à partir 10 à 15 minutes après le début de l'appel. Ça, c'est les stades de Digne-les-Bains. Alors, on va faire quelques petites mises en situation pour voir un petit peu ce qu'on peut retrouver. Alors, vous êtes à la base de secours de Chamonix. On est le 19 juin. Et à 8 h du matin, il y a une alerte qui est donnée directement au PGHM via la radio par un guide qui est en train de faire la voie normale du Mont Blanc avec un client. Ils sont au niveau du dôme du goûter et il vous dit que le client, qui est un homme de 39 ans, plutôt sportif habituellement, il avance plus du tout là. Il a déjà vomi 3 fois depuis qu'ils sont partis du refuge. Et maintenant, il est complètement incohérent. Vraiment, il délire complètement. Il dit que sa femme le trompe. Il veut courir au sommet pour la rattraper. C'est terrible. Ils sont partis la veille du fond de vallée et ils ont dormi au refuge du goûter. Et déjà ce matin, il s'était réveillé pas bien, complètement rincé. Il avait mal dormi. S'était réveillé plusieurs fois en sueur avec l'impression qu'il respirait pas bien. Et donc là, ils sont là, au niveau du dôme du goûter, où j'ai mis la flèche. Donc coincé, le guide, il a dû se jeter sur le client pour pas qu'il parte n'importe où. Et puis en plus, la météo commence à être assez menaçante. Il y a du vent, le ciel qui commence à se voiler. Voilà. Donc vous avez cette alerte, et donc évidemment, l'équipe, elle part d'emblée. Et très rapidement, le pilote, il annonce que avec la météo qui s'aggrave,
on ne pourra pas faire un deuxième passage, il n'y aura pas de récupération dans un deuxième temps. Donc, soit tout le monde embarque dans l'hélicoptère et on s'en va, soit on débarque le médecin et les secouristes, mais du coup, il va falloir descendre à pied. Donc là, tout le monde se concerte. Le médecin, il se dit, bah, quand même, ça a l'air un peu grave, moi j'aimerais bien examiner mon patient. Et puis les secouristes, ils sont plutôt d'avis d'embarquer la victime, le guide aussi, et puis de redescendre tout le monde. Voilà, ils disent, là où ils sont, déjà, descendre à pied jusqu'au refuge, ça prend 2 heures en temps normal. Là, si en plus tu es obligé de sédater un peu la victime, ça va devenir vraiment compliqué. Et puis en plus, du coup, on n'est que au refuge. On n'est pas sorti d'affaire vraiment, quoi. Donc, fort de cette réflexion, ont décidé d'embarquer tout le monde, sans trop poser de questions. L'hélicoptère, il fait un appui patin, les deux secouristes font embarquer la victime, le médecin, il descend même pas. La victime est tellement épuisée que finalement, elle est plus si agitée que ça. Le guide, il monte aussi, tout le monde se tasse, le médecin, il est la tête dans les genoux au fond de l'hélicoptère, il peut même pas accéder à la victime. Et puis l'hélicoptère, il descend à la base. Voilà. Et puis comme il y a une autre alerte qui est tombée en même temps, l'hélicoptère il doit repartir assez vite avec le médecin. Donc il y a l'ambulance qui avait été appelée pour faire descendre la victime jusqu'à l'hôpital. Il y a un médecin à l'hôpital qui examine la victime et puis qui lui trouve une fréquence cardiaque un petit peu haute, à 100, une tension qui est relativement normale, une saturation qui est à 90 en air ambiant, mais en même temps on est un peu en altitude. Et puis surtout, il le trouve complètement normal, c'est-à-dire qu'il est plutôt cohérent, un peu fatigué quand même, hein, mais plutôt cohérent, orienté. Il se souvient avoir été agressif et il a très envie d'appeler le guide d'ailleurs pour s'excuser. Donc il est normal, quoi. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le guide qui finalement voulait pas faire le Mont Blanc et qui cherche une excuse bidon? Est-ce que c'est la victime qui en fait a une pathologie psychiatrique qui décompense là comme ça sur le Mont Blanc? Ou est-ce que c'est un mal aigu des montagnes? Bon bah voilà, si je pose la question, c'est que c'est un mal aigu des montagnes. Ce qui permet de parler de cette pathologie un peu particulière. Donc le mal aigu des montagnes, le MAM, on dit, c'est une réaction de l'organisme à une montée rapide en altitude qui va survenir au-dessus de 2500 mètres d'altitude. C'est causé par une diminution de la pression partielle en oxygène et ça peut toucher toute personne indépendamment du niveau de forme physique. Donc là, le client, c'était un gars d'origine bordelaise, hein, Bordeaux qui n'est pas spécialement connu pour son altitude, et qui avait juste le week-end pour faire le Mont Blanc. Et comme il est raisonnable quand même, il s'est dit je vais quand même passer la nuit en refuge. Mais le refuge du Goûter, il est à 3800 mètres, et donc de 0 à 3800 mètres en une fois, ça fait vraiment beaucoup. Donc dans le MAM, les symptômes, ils apparaissent généralement entre 6 et 12 heures après l'arrivée en altitude. On va avoir des signes qui sont très variables et surtout pas spécifiques du tout. C'est très difficile de penser au MAM devant ces signes. On va avoir des céphalées, beaucoup, de l'insomnie, de la fatigue, des nausées. L'intensité de ces signes va s'aggraver la nuit avec de la tachycardie, des gens qui ont l'impression d'étouffer dans leur sommeil, ils se réveillent avec l'impression de ne pas arriver à respirer. Et voilà, donc plus ces signes vont être graves, plus ça va déterminer la gravité de la maladie, évidemment. Et il y a plusieurs scores diagnostiques qui ont été développés, et le plus facile à utiliser en pratique clinique, c'est celui de Hackett, qui permet de classer le MAM en léger, modéré et sévère. À l'extrême, ce MAM il peut s'aggraver avec un passage d'eau intravasculaire vers l'interstitium, au niveau pulmonaire, au niveau cérébral. Et donc, on va avoir ces deux entités assez particulières qui sont l'œdème pulmonaire et l'œdème cérébral d'altitude, qui sont extrêmement graves. Donc, nous, notre victime là, qui commençait à être assez confus, peut-être qu'il débutait déjà un œdème cérébral. La caractéristique ultra spécifique du MAM, c'est la guérison très rapide avec la descente. Donc c'est un peu un test thérapeutique, hein. C'est le traitement et à la fois un diagnostic qu'on va faire de façon rétrospective. Le traitement, il va dépendre de la gravité.
Donc, en cas de MAM léger, on va proposer aux alpinistes, à ceux qui sont en train d'être en altitude, des antalgiques, paracétamol, des anti-inflammatoires, et puis de poursuivre doucement leur progression, voire de s'arrêter un petit peu. En cas de MAM modéré, on va proposer de s'arrêter pendant au moins 2 nuits à la même altitude, et puis de réévaluer à ce moment-là, et puis en fonction de la réévaluation, ou si on est sur un MAM modéré plus, proposer direct de l'acétazolamide, donc le Diamox, à la dose de 250 mg 2 fois par jour. Et en cas de MAM sévère, là, il n'y a pas trop à discuter, hein, c'est descente obligatoire, soit descendre pour de vrai, c'est vraiment le mieux hein, quand on peut. Quand c'est pas possible, on peut proposer une descente en caisson hyperbar artificielle. Donc il y a des caissons souples qui peuvent être amenés, voire certains qui sont dans les refuges. Et en plus de cette descente, il faut proposer de l'acétazolamide et plus ou moins de la dexaméthasone. Voilà. La descente en caisson, c'est du dernier recours. Hein. Ce qui est important, c'est de descendre pour de vrai. La prévention du MAM, c'est ce qu'on va proposer, c'est ce qu'on va conseiller en fait aux voyageurs qui ont prévu de partir en altitude, hein, ceux qui vont aller en Himalaya, faire le Kilimandjaro, voilà. Eux, on va leur dire que ce qui est important, c'est une ascension progressive et douce une fois qu'ils ont dépassé 2500 mètres d'altitude. Donc, progressive et douce, hein, ça veut dire de 300 à 400 mètres par jour. Et on va leur proposer de prendre un jour de repos à altitude constante tous les 1000 mètres. Il faut éviter les efforts intenses en début de séjour. En fait, les efforts intenses, c'est eux qui augmentent la demande en oxygène. Et donc, c'est au cours de l'effort que se déclare le MAM aussi, hein, même si ça s'aggrave la nuit. Et puis, dans les consultations de voyageurs, on va de plus en plus la proposer. Enfin, de plus en plus, c'est déjà fait beaucoup. Hein. Ça se fait classiquement du Diamox en prophylaxie. Donc, à dose moyenne, enfin dose divisée par 2 par rapport au traitement curatif. Mais donc, il y a beaucoup de voyageurs qui vont partir en altitude et qui partent avec cette prophylaxie médicamenteuse. Voilà. Et on peut proposer aussi, évidemment, de faire de la pré-acclimatation. Ça veut dire on ne part pas d'emblée de 0 à 3800 mètres. On se pré-acclimate à une altitude modérée, c'est-à-dire entre 2000 et 3000 mètres. Et donc pour de vrai, voire en caisson hypobar pour ceux qui ont les moyens. Et on passe à un deuxième cas clinique. Là, vous êtes à la base de secours de Briançon, on est en plein hiver, et à 11h15, il y a une alerte qui est donnée par 2 skieurs de randonnée qui étaient dans la montée vers le Petit Parpaillon, donc en Ubaye. Et ils ont vu une avalanche de grande taille se déclencher sous le Grand Parpaillon, juste à côté. Et il y avait un grand groupe de skieurs qui étaient un peu plus avancés et qui se sont fait ensevelir. Ils étaient 5 ou 6, mais ils ne sont pas certains, parce qu'ils n'ont pas bien vu. En tout cas, tout le monde est sous la coulée d'avalanche, il n'y a personne dehors. Donc là, évidemment, le secours en montagne va se mettre en route, mais surtout, les témoins, ceux qui ont appelé, ils vont commencer les recherches eux-mêmes. On sait que les victimes d'avalanche, elles sont principalement sauvées par les gens sur place, pas par les secours qui arrivent dans un second temps. La mortalité en avalanche, elle suit une espèce de courbe à plusieurs étages, et ça c'est parce que les processus qui vont tuer en avalanche, ils sont au nombre de 3. D'abord, il y a le polytraumatisme, qui est lié à la violence de l'avalanche, la neige qui est pas forcément souple, hein, qui peut être dure, le fait d'être transporté par cette neige, voire le fait de heurter des obstacles sur la coulée de l'avalanche, donc des arbres, des rochers. Ça va tuer 10 à 25% des gens qui meurent en avalanche. Ça survient dans les premières minutes. Ensuite, il y a ceux qui ont survécu à ça, mais qui vont être ensevelis. Et ceux-là, ils vont mourir par hypoxie et hypercapnie. Et ça, c'est dans un délai qui est plus ou moins long en fonction de s'il y a la présence d'une poche d'air devant les voies aériennes ou si les voies aériennes sont obstruées. Ça, c'est ce qui tue la plupart des morts en avalanche. Et
et du coup, ça va arriver dans un délai qui peut s'étendre jusqu'à 1 heure, après le début de l'avalanche. Et puis, si on a survécu à tout ça, les victimes qui sont ensevelies, elles risquent l'hypothermie, puisque immobiles sous de la neige, on peut perdre de 5 à 10 degrés par heure. Donc, on comprend bien que si on veut sauver ces victimes, c'est surtout dans les premières minutes, et donc classiquement, on dit les 15 premières minutes. Les skieurs de randonnée, normalement, ils portent sur eux un détecteur de victimes d'avalanche qui émet un signal en continu. Et en cas d'avalanche, on peut passer son détecteur en mode recherche. Et il y a un protocole de recherche et de dégagement des victimes qui est bon de connaître quand on fait du ski de randonnée. On ne va pas s'étendre plus sur ça. Donc quand les secours arrivent, on est déjà 15 minutes après le début de l'avalanche, les témoins ont déjà repéré de façon précise 2 signaux, mais comme ils sont que 2, ils ont pu dégager une victime et l'autre, ils ont marqué l'emplacement, mais pour l'instant, ils n'ont pas pu s'occuper de nous. Donc l'hélicoptère, il va déposer le médecin et un secouriste en bas de l'avalanche, et puis il va déposer un autre secouriste tout en haut de l'avalanche pour commencer les recherches depuis le haut. Donc rien que là, c'est déjà un petit peu le bazar, hein, parce que il y a une certaine notion d'urgence, il y a beaucoup de monde, on veut trouver tout le monde, mais en même temps, il faut réussir à prendre des informations auprès des témoins, il faut éviter le suraccident, voilà, mais ceux qui ont des DVA, on ne peut pas les garder en mode émission parce que sinon, on va repérer le leur, donc il faut qu'ils soient tous passés en mode recherche ou alors qu'ils soient éteints. Et puis, on n'est pas nombreux. Donc, en fait, dès qu'on est sur une situation multivictime, il va falloir faire monter la machine en puissance. Et donc, il faut très tôt faire état de la situation pour que l'hélicoptère aille chercher d'autres secouristes, d'autres médecins, du matériel médical. Les témoins, ils vont être mis à contribution pour pelleter la neige. Et puis, il va falloir aussi prévoir l'aval, c'est-à-dire que là, on va avoir un afflux de plusieurs victimes en même temps et il faut que les hôpitaux soient préparés à ça. Donc 5 minutes après, la situation est la suivante. La victime numéro 1, qui a été dégagée en premier, elle est consciente, elle respire. Il avait une poche d'air au niveau de la tête, ce qui fait qu'il n'a pas subi d'asphyxie. Le numéro 2 qui a été dégagé, lui, il n'a pas eu autant de chance. Il avait les voies aériennes complètement bouchées par de la neige. Et lui, il est en arrêt cardio-respiratoire. Et le secouriste qui était en haut, lui, il a trouvé une 3e victime, il a dégagé la tête, qui lui aussi avait une poche d'air. Par contre, lui, il est inconscient. Et puis, il y avait un des témoins qui avait continué la recherche, qui a un signal avec le détecteur. Il y a un signal précis sur un 4e qui est toujours en enseveli. Donc là, ça fait déjà beaucoup. Hein. De qui est-ce qu'il faut s'occuper? Il n'y a qu'un seul médecin, il y a 4 victimes, ils ont tous besoin d'attention. Et donc, c'est là qu'on va faire intervenir la notion de triage, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, j'imagine. Dans une situation multivictime, on a décidé, enfin quand je dis on, c'est la société, on a décidé que le mieux, c'était de sauver le plus de monde possible. Donc, on va définir des urgences relatives, des urgences absolues et des urgences dépassées. Les urgences relatives, c'est ceux qui ont un trauma mineur, c'est ceux qui ne sont pas en détresse vitale immédiate. Ils pourraient le devenir, par contre. Les urgences absolues, c'est ceux qui ont une détresse vitale, et si on ne s'occupe pas d'eux tout de suite, ils vont probablement mourir. Et puis les urgences dépassées, c'est ceux qui sont trop graves pour espérer pouvoir s'en occuper sans passer à côté de ceux qui peuvent être sauvés. Donc dans cette situation, la victime numéro 1, c'est une urgence relative. La victime numéro 2, c'est une urgence dépassée. Et la victime numéro 3, c'est une urgence absolue. Donc le médecin, qui est pour l'instant est le seul médecin, il va laisser la victime numéro 1 au secouriste. Il va déclarer que le numéro 2, il ne peut pas être sauvé. Et il va dire qu'il va aller sur le numéro 3, qui lui a probablement un traumatisme crânien grave. 5 minutes après, à nouveau, l'hélicoptère, qui a eu le temps de ramener 2 secouristes supplémentaires et qui est parti chercher un médecin en plus. La victime numéro 4, elle a été dégagée. Il est en arrêt cardiaque aussi, et lui, il a un polytraumatisme évident. Il a le rachis cassé en 2. Du coup, il est déclaré également en urgence dépassée.
puisqu'un arrêt cardiaque sur polytraumatisme, hein, c'est une urgence dépassée dans le cadre dans une situation multivictime. La victime numéro 1, qui lui, du coup, a eu beaucoup de chance, il fait passer l'information qu'ils étaient 5. Donc déjà, on sait qu'on n'a pas un sixième à chercher. Par contre, il dit que l'un d'entre eux n'avait pas de DVA, parce qu'en fait, ils n'avaient plus de piles. Et donc, ils se sont dit qu'ils y allaient quand même, que ça allait passer. Donc, on sait déjà qu'il va falloir le chercher d'une autre façon. On revient un peu à nos victimes. Donc, le numéro 1, qui était une urgence relative, donc lui, il a une fracture de jambe simple. Dans une situation avec une seule victime, on s'occuperait de lui, évidemment. Enfin, le médecin, il irait s'occuper de lui. Mais là, il est occupé sur la victime numéro 3. Donc, du coup, les secouristes vont l'embarquer directement pour évacuation. On prévient l'hôpital de Briançon qu'il va arriver. Et donc, voilà, il serre un peu les dents, mais il est évacué comme ça. La victime numéro 3, donc lui, il est grave. Hein. Neurologiquement, il a un coma, il a un Glasgow à 6, avec des pupilles normales. Il a une fracture de l'humérus fermé, il a un traumatisme facial évident, il a une tension artérielle, une fréquence cardiaque relativement normale, il a une saturation qui est imprenable, probablement à cause du froid, et puis il a une température centrale qui est prise au niveau de l'oropharynx, qui est à 36 degrés. Le thorax, il a l'air de se soulever normalement, l'abdomen est souple, donc ça a l'air d'être un traumatisme neurologique unique. Du coup, il est intubé, sédaté, et puis évacué sur un trauma center de niveau 1 qui a de la neurochirurgie. Donc, dans ce cas-là, dans cette zone, c'était Grenoble. Donc tout ça, évidemment, ça prend quand même pas mal de temps, hein, ça prend environ 45 minutes à faire, et il y a du monde qui est arrivé en plus. Hein. On sait qu'en fait, la cinquième victime, il va falloir la chercher par un autre moyen que le détecteur de victimes d'avalanche. Donc il y a un chien de recherche qui a été porté, il y a des secouristes et des pisteurs de la station qui ont été amenés, et voilà. Bon, le chien, ce jour-là, il est complètement perturbé, donc en fait, il n'arrive pas à avoir de traces, et donc on va débuter des vagues de sondage. Donc ça, le principe, hein, c'est que tous les secouristes et pisteurs, ils vont s'aligner épaule contre épaule en bas de l'avalanche, et puis ils vont avancer un pas après l'autre, et à chaque pas, ils vont sonder la neige, et donc on va essayer de sonder toute la surface de l'avalanche de la façon la plus exhaustive possible. Donc c'est long, mais c'est une façon de quadriller toute l'avalanche. Et finalement, à 13h, donc soit 1h45 après le début de l'avalanche, la vague de sondage permet de trouver la victime numéro 5. Il est dégagé et il est en état de mort apparente. Il n'y a aucune trace de polytraumatisme. Les voies aériennes, elles sont complètement libres. Le premier secouriste, d'ailleurs, qui l'a dégagé, il dit qu'il avait les bras devant la tête, qu'il avait une grande poche d'air. Donc, il est scopé pour vérifier s'il est en bradycardie extrême ou en arrêt cardiaque, et donc il n'y a aucun signal. Et puis, on met une sonde de température dans l'oropharynx, et il est à 27 degrés. Donc lui, jusqu'à preuve du contraire, c'est un arrêt cardiaque lié à l'hypothermie, et donc il peut avoir une bonne survie. Pour qu'une hypothermie soit responsable d'un arrêt cardiaque, il y a deux critères. Il faut que la température centrale soit en dessous de 30 degrés. C'est là que surviennent en fait les risques de troubles du rythme. Et il faut que la durée d'ensevelissement soit au moins supérieure à 60 minutes. On revient à notre courbe de survie en avalanche. En fait, avant 60 minutes, on ne peut pas s'être refroidi suffisamment pour passer en dessous de 30 degrés, sauf si on est déjà mort d'autre chose, d'un polytraumatisme par exemple. Et après 60 minutes, on voit qu'on a une espèce de prolongation de la courbe, une prolongation de la survie qui est autour de 10%. Et donc ça, c'est les hypothermes. Alors, ce n'est pas les hypothermes tous en arrêt cardiaque, hein, c'est tous les hypothermes, ceux qui ont une activité circulatoire et ceux qui n'en ont pas. Et ceux-là, ils ont du coup une certaine chance de récupération. Il y a des recommandations de la Société européenne de réanimation qui a fait une mise à jour en 2021 avec un algorithme de prise en charge des avalanchés ensevelis.
Et donc, voilà, si on suit les flèches, si on voit qu'il n'y a pas de lésions létales, comme, voilà, comme la victime numéro 4, le rachis coupé en deux, ou voilà, que la durée d'ensevelissement elle est supérieure à 1 heure, que la température centrale elle est à moins de 30 degrés, et qu'il y a une liberté des voies aériennes, alors il est justifié d'entreprendre une réanimation jusqu'au réchauffement total. Hein, on dit que personne n'est mort tant qu'il n'est pas chaud et mort. Et voilà, et donc c'est le cas de notre victime. Euh, il y a un massage cardiaque qui est du coup débuté pour cette victime. Il est intubé, ventilé, et il est transporté sur un centre qui dispose de l'assistance par ECMO. Donc là, c'est Grenoble à nouveau. Et on va calculer chez lui un score, le score HOPE, qui nécessite d'avoir une mesure du potassium, qui est un score développé par les Suisses, et qui permet de donner une probabilité de survie. Et via des études, on a déterminé que quand on avait un score HOPE supérieur à 10%, c'était justifié d'aller jusqu'à l'ECMO chez ces patients. Donc lui, il a un score à 26%, il va être mis sous ECMO véno-artériel, qui va donc aider à l'assistance circulatoire, mais également au réchauffement. Et donc, sous ECMO, on peut réchauffer de façon assez rapide, hein, jusqu'à 4 degrés par heure. Et donc lui, autour de 21 heures, il est réchauffé, et en fait, il va être réveillé, et il va s'en sortir sans séquelles neurologiques. Donc ce cas, il permet de parler du multivictime et du triage, qui est une situation qui peut arriver dans les avalanches, mais qui peut arriver aussi sur des éboulements de terrain, qui bien sûr est relativement rare par rapport à tout ce qui se fait en secours en montagne, mais c'est assez spécifique. Donc voilà, c'est ce triage, il donne une priorité à ceux qui ont des détresse vitale et qui ont une bonne probabilité de survie. Donc le cas typique, hein, dans l'avalanche, c'est l'hypotherme profond. Alors pas celui qui est en arrêt cardiaque, hein, mais celui qui est en hypothermie profonde, qui respire mais qui est inconscient. Lui, il a une très bonne probabilité de survie et il faut s'occuper de lui. Et puis ensuite, pareil, donc les polytraumatisés, ils viennent ensuite, hein, dans cette priorisation. Voilà, le cas dont on vient juste de parler, l'arrêt cardiaque hypotherme, euh, lui, il est en arrêt cardiaque, donc il n'est pas prioritaire tant qu'il va rester d'autres UA et d'autres UR. Et puis, suivant les moyens, suivant le nombre de victimes, les urgences dépassées vont pas être les mêmes. En fait, voilà. Si on a plus de moyens, on va peut-être pouvoir sauver plus de personnes. On n'en a pas trop parlé là, mais dans l'organisation d'un secours multivictime, il y a la question du leadership. Et ça, c'est voilà, une question qui est assez complexe. En fait, il va falloir avoir euh, certaines personnes du secours qui vont avoir un recul, qui vont peut-être se mettre à un point de regroupement des victimes, et qui vont avoir un recul sur la situation et qui vont pouvoir communiquer avec l'aval pour rendre compte de ce qui est en train de se passer. Donc ça, il y a ce qu'on appelle le directeur des secours médicaux, qui est le médecin qui va faire ça, qui des fois est le médecin qui arrive en premier sur les lieux, qui va communiquer du coup avec un autre médecin sur le terrain, il faut quand même qu'il y ait un médecin sur le terrain, et puis qui va communiquer avec l'aval aussi. Et du côté des secouristes, son pendant, c'est le chef des opérations de secours. Et donc, à deux, ils vont pouvoir organiser les évacuations. Voilà, ben, j'en ai terminé. En conclusion, le secours en montagne, c'est une activité qui est hyper variée. C'est surtout une équipe qui est très intéressante parce qu'elle est formée de différents métiers qui sont pas tous du secteur de la santé. Euh, Chacun a ses contraintes qui sont un peu différentes et c'est très intéressant en fait de collaborer avec ces différents métiers, ces différentes contraintes pour réussir à faire ces secours. Voilà. Et je crois qu'on a du temps pour des questions. Tout à fait. Merci beaucoup déjà pour cette présentation assez complète qui nous donne déjà un meilleur aperçu de ce qu'est le secours en montagne et quels sont les différents intervenants et en quoi ça consiste en pratique.
Euh, je laisse les gens s'exprimer s'il y a des petites questions. Il y a Claire Laine qui pose la question, le Diamox préventif, j'étais restée sur l'idée que c'était controversé. Est-ce que c'est avéré désormais? Controversé dans le sens est-ce que c'est efficace ou controversé dans le sens est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il y a des contre-indications, des effets indésirables. Le Diamox, en prévention, ça fonctionne. Ça, on peut pas tellement lui retirer. Les gens qui prennent du Diamox en prévention du MAM pour des voyages, euh, ils font moins de MAM. Voire ils en font pas. C'est très efficace. Et dans quel cas ça va être recommandé en préventif, peut-être, du coup? Bah, alors ça, je pense que ça dépend. Moi, je suis pas très spécialiste là-dedans. Il faudrait demander à des médecins qui font de la consultation de voyage. Mais j'imagine déjà que ça va dépendre un peu des médecins. À mon avis, il y en a qui sont plus enclins à le prescrire d'emblée et d'autres qui vont être plus sur la méthode. Bah, peut-être que vous devriez vous préacclimater. Et puis, ça va peut-être dépendre un petit peu des voyageurs aussi. Peut-être que ceux qui sont en forme mais qui ont vraiment pas du tout le temps de s'acclimater parce qu'ils ont des contraintes de planning et qu'ils arrivent à faire un peu du charme à leur médecin, ils vont peut-être plus facilement avoir du Diamox en prescription. Voilà, ça, c'est vraiment pas ma spécialité, donc j'ai un peu du mal à en parler. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors oui, bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. Alors j'ai du mal à lever la main, donc j'ai pris la parole. J'avais une question, savoir quelle était la place, est-ce que ça existe déjà, mais sinon quelle est la place potentielle d'un SMUR de montagne paramédicalisé? Et ben, alors moi je connais pas l'organisation de toutes les bases. Euh, Ça se fait pas beaucoup quand même. Parce que alors il y a plusieurs contraintes. C'est-à-dire que si on fait ça, donc il faut que, comme les médecins, l'infirmier soit formé au milieu montagnard. Alors il faut évidemment que ce soit quelqu'un qui soit habitué au milieu de montagne et puis qui a été formé au treuillage. Et en fait, quand on fait ça, ce qui se passe, c'est qu'on enlève aussi un secouriste. Et en fait, parce que du coup, la place, elle n'est pas extensible dans l'hélicoptère, hein. Et en fait, deux secouristes, c'est souvent pas de trop. Pour ce qui est, parce que donc, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, classiquement, ce qui va se passer, c'est que quand on arrive sur un secours, il y a un secouriste qui va aider un peu à la médicalisation, il y a un secouriste qui va commencer à réfléchir à l'extraction. Donc ça, c'est quand on arrive à tout faire avec seulement deux secouristes. Et puis une fois que l'aide à la médicalisation a été faite, deux secouristes avec du coup leurs compétences qui sont très spécifiques. Hein, nous, on serait pas trop capable de faire ce qu'ils font. Euh, c'est largement nécessaire pour pouvoir faire les extractions les conditionnements et tout. Ah, je voulais plutôt dire à la place du médecin. C'est-à-dire que garder À deux la place du secouristes, médecin. ouais. À la place du médecin, ça dépend un peu ce que tu entends ça dépend un peu dans quelle situation tu parles. C'est-à-dire que quand on arrive sur place, euh, bah, il y a une prescription médicamenteuse à faire. C'est-à-dire que la plupart du temps, moi j'ai de l'antalgie à faire. Donc, c'est-à-dire que je prescris de la morphine, je prescris de la kétamine. Donc là, moi je le fais tout seul. Mais si l'infirmier il est tout seul, il faut que quelqu'un au téléphone lui dise de le faire. Ouais. Alors, avoir ensuite le médecin de la régulation au téléphone, c'est un appel téléphonique en plus. En plus, en montagne, ça passe pas toujours. Et puis, si on arrive tout de suite sur les trucs un peu plus graves, faut intuber, faut mettre du NaCl hypertonique. Euh, Ça peut devenir un peu compliqué. Tu pensais peut-être, Théotime, un peu au mode un peu comme le modèle des paramèdes, Ouais, c'est ça. ça? Ouais, un Ouais. peu paramédic, ça, après, parce que ouais, ça reste quand même de l'antalgie, ou ça peut être, il y a des choses qui peuvent être protocolisées. Alors, sur une avalanche, sur du polyvictime, où on a un DSM, ça devient, je pense, un peu différent. Mais effectivement, selon les interventions, je me demandais si ça existait déjà d'une, et de deux, si c'était des choses qui avaient déjà été envisagées ou pas vraiment à ta connaissance. Alors, moi, je suis pas au courant que ça existe déjà que ça existe déjà en France.
c'est vrai que encore plus qu'en SMUR classique, le scoop and run, c'est quand même un peu la base en secours en montagne. Globalement, on n'aime pas trop rester sur place. Donc c'est vrai que l'idée du paramedics, il va plus dans le sens du scoop and run. Après, nous, on a un système en France où on n'a pas des paramedics comme ils ont aux États-Unis. Donc ça implique de revoir la formation et l'organisation de façon assez profonde. Ok, Bonjour, merci beaucoup. salut Arthur, vous m'entendez bien? Hello? Ulysse, je On suis un des t'entend, collègues Ulysse. d'Arthur. Et juste pour compléter, on a deux exemples où il y a les paramédics qui fonctionnent seuls. C'est l'Andorre, parce que c'est un territoire qui est tout petit, et donc ils ont l'accessibilité au CH extrêmement rapide. Donc ils font ce que tu dis là, le scoop and run, et à chaque fois en moins de un quart d'heure, ils arrivent à déposer les victimes au CH, et donc ça leur permet de ne pas mettre de médecin. Mm. Et après, j'avais un collègue dans la formation du DUMUM qui, lui, était dans un territoire extrêmement vaste, qui est celui de la Suède. Et là, par défaut de médecins sur des territoires immensissimes, c'était les paramédics qui le faisaient. Mais en France, on a la chance d'avoir des médecins comme Arthur un territoire qui reste quand même un petit peu étendu. Et donc, le médecin, il est toujours priorisé. Ah, petite question. Euh, le DU de médecine en montagne est-il ouvert à tout médecin interne urgentiste, peu importe la ville d'origine de formation? Oui. Euh, attends, donc, je vais répondre à Pauline d'abord. Euh, Moi, j'ai fait le DU et Ulysse, pareil, quand on était interne. Euh, Peu importe la ville d'origine, oui, c'est-à-dire que il est organisé par Toulouse et Grenoble. Alors, il faut être assez honnête, hein, il y a un peu une priorité grenobloise qui est donnée aux inscriptions aussi parce qu'il demande un petit peu un background de montagne. Mais nous, on avait dans ma promo, il y avait des médecins de Amiens, des médecins vraiment de partout, hein. Donc, si on justifie d'un projet et si on justifie d'une appétence pour la montagne et de compétences pour la montagne, euh, normalement, il y a pas de restrictions. Par contre, pour la spécialité, ça c'est quand même, faut vraiment avoir un bon projet, c'est-à-dire que urgentistes, anesthésistes, globalement, ils sont acceptés facilement. Les médecins généralistes, il faut probablement justifier un petit peu d'un projet de médecin de station ou autre. Et les autres spécialités, j'avoue que moi, j'en ai pas vu sur mes promos. Et ensuite, donc, il y a la question de Florence sur le massage cardiaque intermittent. Ouais, j'en ai pas parlé, mais donc sur le cas de l'avalanche au Grand Parpaillon, là, c'était exactement ça. C'est que le, en fait, pour ceux qui savent pas, le massage cardiaque intermittent, il est autorisé sur les arrêts cardiaques hypothermes parce que du coup, donc on considère qu'ils ont une protection, une neuroprotection liée à l'hypothermie. D'ailleurs, c'est assez impressionnant, hein. Il y a des records de température, des records de no-flow et de low-flow enregistrés qui sont assez incroyables. Et donc, de par le milieu complexe, l'extraction complexe, en fait, on peut pas forcément toujours masser. Donc, le moment où il faut descendre en luge la perche, et ben en fait, on peut pas masser en même temps qu'on descend en luge. Donc, ça s'est fait. Des descentes en luge où il massait pendant 5 minutes, il descendait pendant 5 minutes, et puis ainsi de suite. Donc ça se fait, oui. Et il y a des planches à masser. J'en ai pas parlé dans le matériel, mais nous, on est équipé, enfin, la plupart, on est équipé d'une planche à masser. Et si on, si on sait qu'on part sur un arrêt cardiaque ou qu'on part sur une situation où il peut y avoir un arrêt cardiaque, on la met dans l'hélicoptère. Et si on peut, on la sort. Par contre, la planche à masser en cours de treuillage, c'est assez compliqué, hein. C'est quoi? C'est une Lucas que vous utilisez? Ouais, Ok. Parce que c'est assez volumineux aussi et problème de batterie peut-être avec le froid que vous pouvez rencontrer.
Ouais, alors c'est vrai. Bon, moi j'ai pas trop eu ce cas-là, donc j'ai pas eu le problème de batterie qui s'éteint. Oui, c'est vrai, Gaël, c'est le chiller, c'est pas le Lucas Team. Ok, est-ce qu'on a des dernières questions? Ah, oui, on a une petite question. Je vais laisser la parole à A qui lève la main. Bonjour. Alors, merci Arthur et Léa pour cette conférence. Moi, j'avais une question, alors pas en tant que médecin, je pense que là, le public, c'est pas mal des médecins dans le domaine médical. Moi, c'est plutôt côté pratiquant. Pour la dexaméthasone et également l'acétamolide, bon, vous aurez compris le nom. Euh, Ça, est-ce que si on est sujet en fait à un MAM, on sent qu'en altitude, euh, on est sujet au MAM, à quel moment est-ce qu'on peut utiliser l'une de ces deux substances et est-ce que déjà on peut les combiner peut-être et est-ce que c'est préférable l'injection ou le cachet? Alors, l'acétazolamide, c'est celui qui va être recommandé en première intention, qui va être recommandé en particulier dans le MAM modéré, qui se prend, à ce moment-là, il se prend par la bouche, il se prend per os. La dexaméthasone, elle est recommandée, alors soit seule, soit en association avec l'acétazolamide dans le MAM sévère, sachant que si ce que tu poses la question, c'est si tu poses la question d'une auto-administration, euh, faut surtout penser que si tu en es là, en fait, il faut probablement appeler quelqu'un, voir si tu es en capacité, il faut descendre. Le premier traitement du MAM, c'est la descente. Donc, dans le cas du MAM modéré, quand on a eu un peu les infos du médecin conseil, du médecin pour les conseils aux voyageurs, qui a dit, enfin, qui t'a prescrit l'astazolamide et qui te dit, bah, si jamais tu es dans le cas du MAM modéré et que tu peux pas descendre, tu prends ça. Euh, ça reste que c'est en complément de la descente, en fait. Voilà. Et C'est Arthur, ça je en me fait. suis... Ouais. Arthur, je me suis permise de mettre aussi le lien là dans les commentaires du coup de SOS MAM que l'IFREMON fait, qui est un institut qui travaille pas mal du coup sur la programmatique de l'altitude, des gelures, etc. Donc si on a besoin de conseils avant de partir, par exemple sur les médicaments qu'on veut prendre, etc. Puis il y a d'autres associations et je pense que Arthur aussi, toi, tu connais des associations qui en font et je me demande si t'en fais pas partie aussi. Pour des conseils avant les départs. Ou sinon, effectivement, le premier traitement, c'est la descente. Et si on a un doute, ben, pas hésiter à appeler les secours avant que ça se dégénère plus, si on n'a pas de quoi gérer ça de façon autonome. Ouais, enfin vraiment enfin ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que c'est quand même quelque chose qui peut dégénérer, hein. Donc quand on est au stade de j'ai juste mal à la tête, on reste à peu près à la même altitude. Euh, et quand on est au stade un peu au-delà de ça, on peut prendre le médicament, mais il faut penser à descendre en altitude. Enfin, surtout si on est solo. Si on devait avoir un médicament en cas d'expédition en groupe où les secours où on n'a pas de contact avec les secours, qu'est-ce que vous conseilleriez d'avoir sur soi, ou en injection ou en cachet, et lequel? Moi, j'entends pas mal parler de la Dexa. Est-ce que c'est C'est vrai que dans les expéditions, on entend pas mal de gens qui ont de la dexaméthasone. Et j'avoue que moi, qui suis pas non plus hyper spécialiste, je sais pas pourquoi plus la dexa que l'acétazolamide. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut plus avoir de l'acétazolamide sur soi. Mais je sais pas si quelqu'un a un autre avis dans l'audience ou plus de connaissances sur le sujet. Non, je suis un peu du même avec toi parce que je pense que la Dexa, c'est plus difficile à manier
Et surtout, ben, ça Ouais. va surtout être utile pour l'œdème cérébral lié à l'altitude et pas forcément pour l'œdème pulmonaire, ou moins en tout cas. Dans ce cas-là, ça va être plutôt la nifedépine ou des choses comme de la même classe thérapeutique. Et du coup, si on n'est pas dans le domaine médical, si on n'a pas trop en tête les diagnostics différentiels, je pense que c'est plus difficile à manier, à savoir quand bien l'utiliser. Et dans tous les cas, ça va pas empêcher la personne de devoir descendre immédiatement. Donc, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, Arthur. Je dirais plutôt aussi l'acétazolamide. Donc, si je comprends bien, finalement, s'il y a un fort mal de tête qui, voilà, on se rapproche d'un œdème cérébral, ce serait plutôt l'Adexa. Et si la personne elle commence à tousser un peu de l'eau ou il y a un liquide dans les poumons, donc ce serait plus proche de l'œdème pulmonaire, euh, plutôt Alors, acétazolamine. alors en fait, c'est-à-dire que déjà, le mal de tête de départ, il ne veut pas dire d'emblée que tu as de l'œdème cérébral. Ça, c'est un signe qui est peu spécifique, mais qui arrive dès les premiers stades du MAM. Euh, donc je dirais pas que si tu as mal à la tête, ce qu'il faut, c'est prendre de la dexaméthasone. Tu es toujours au premier stade, on reste sur le premier médicament. Et en fait, pour ce qui est de l'eau dans les poumons, en fait, quand tu vas avoir cet œdème pulmonaire, ton premier signe, ça va être la difficulté respiratoire. Et donc, en fait, c'est surtout ça que tu vas avoir au début, hein, c'est une difficulté respiratoire à l'effort, mais aussi au repos. Et ça, c'est déjà la dyspnée de repos, c'est déjà dans les critères. Si on fait le score de Hackett, ça n'est pas tout à fait, il faut rajouter un peu d'autres critères, mais il fait partie des critères un peu plus graves qui cotent le plus dans le score de Hackett. Euh, donc, ça signifie qu'il commence à y avoir un passage de fluide au niveau alvéolaire, donc dans le tissu pulmonaire. Mais en fait, si tu es au stade où tu commences à cracher de l'eau, on est vraiment très très loin, quoi. Déjà trop Super, tard pour merci. faire une. Ok, ben merci pour les précisions. Ah ouais. On a Alexandre qui rappelle dans le chat, le meilleur traitement, c'est la descente. Et effectivement, je pense que c'est pas Et mal oui, ça. Le maître mot. ouais, ouais. C'est vrai, c'est Ok. vraiment à garder en tête parce que en fait, on va beaucoup avoir des gens qui vont, alors déjà, pas reconnaître les signes du MAM, parce que comme on l'a dit, les signes sont peu spécifiques. Et puis surtout, on a des gens qui vont s'entêter, c'est-à-dire que j'ai prévu mon voyage, j'ai envie de le faire, j'ai un peu mal à la tête, c'est pas si grave que ça. Voilà, en fait, descendre, c'est le premier traitement et il faut le faire assez tôt. C'est difficile, hein. Le facteur humain. Voilà. Mais super, merci beaucoup pour cette belle présentation. Au plaisir de recollaborer entre nos deux associations. Et ben, Et bien sûr, oui, merci à vous. merci à tous pour votre présence et bonne soirée à tous. Du coup, merci encore. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.